fière et courageuse, femme de tête et qui n'a peur de rien ni de personne, veuve à 36 ans, mère de 8 enfants qu'elle éleva seule, Laetitia Ramolino avait un caractère bien trempé et la langue bien pendue. Madame Mère, comme l'appelait respectueusement son fils Napoléon, fut incontestablement pour lui son modèle féminin et le seul être qui trouvait grâce à ses yeux. Il l'admirait d'autant plus qu'elle n'hésita jamais à s'opposer à lui quand cela lui semblait nécessaire. Ainsi refusa-t-elle d'assister à son sacre, même si elle figure en bonne place sur le tableau de David. La raison essentielle est qu'elle n'aimait pas Joséphine, qu'elle trouvait indolente, gâtée et volage. Napoléon ne lui en voudra pas et lui accorda néanmoins le titre de Son Altesse impériale Madame, mère de l'empereur. Il constata seulement que Madame Mère avait une âme forte et trempée aux plus grands événements. Jamais la maman ne se soumettra à l'étiquette imposée par son fils qui exigeait qu'on lui baise la main. Il a beau tempêter, trépigner, mais je suis l'empereur. Il se verra répondre un superbe et dédaigneux « Oui, mais vous êtes mon fils !» Toutefois, en dépit de relations souvent houleuses entre eux, il lui porta toujours la plus grande affection. Et leurs liens étroits se resserreront encore avec les épreuves. Elle le suivit à l'île d'Elbe, où elle fut pour lui un grand réconfort, et après Waterloo multiplia les démarches pour le rejoindre à Sainte-Hélène, mais en vain. Elle ne le reverra plus, et après sa mort resta prostrée pendant plusieurs jours, prostrée de douleur, pendant des années même. Les rapports entre Napoléon et les femmes furent toujours complexes et souvent orageux. Sans doute en demandait-il trop. Ce qui est certain, c'est qu'il fit toujours passer ses ambitions et sa gloire avant les aventures amoureuses. Même si l'ogre avait du cœur, contrairement à ce que l'on a pu lire de la part de ses détracteurs, l'amour ne fut jamais sa priorité et passait bien après la politique qui, disait-il à la veille d'Austerlitz, doit être le grand ressort de la tragédie moderne. Il était par ailleurs profondément misogyne, allant jusqu'à déclarer « La nature a fait des femmes nos esclaves ». Ou bien encore « La femme est notre propriété, comme l'arbre à fruits est celle du jardinier ». Comment s'étonner qu'avec de pareilles idées, il bâtit un code civil admirable, mais rédigé essentiellement en faveur de l'homme. La femme, si l'on suit le code à la lettre, vit sous la tutelle de son mari, qui peut l'envoyer en prison si elle commet un adultère. L'homme qui se trouve dans le même cas sera puni d'une simple amende. Idem pour le divorce. Pour l'obtenir, la femme doit prouver que son époux a établi sa concubine au foyer commun. En revanche, en cas de banqueroute, la femme est systématiquement privée de ses droits matrimoniaux afin de partager
les malheurs de son mari. La misogynie de Napoléon se révèle aussi dans le domaine de l'instruction. Seules les écoles primaires acceptent les filles. Elles n'ont droit de fréquenter ni le lycée ni l'université. Pour lui, leurs principales occupations doivent consister à faire de la couture, et l'âge venu, à faire des enfants et à les élever. Il vaut mieux, disait-il aussi, que les femmes travaillent de l'aiguille que de la langue, surtout pour se mêler des affaires politiques. Alors, comme on peut l'imaginer, sa mère et ses sœurs ne partageaient pas ses idées dans ce domaine. Pauline, sa sœur préférée, était d'une frivolité souvent scandaleuse et choquait même parfois, comme lorsqu'elle posera dans le plus simple appareil pour Canova. Quant à Caroline, qui épousa le maréchal Murat, elle se mêlera de tout, à commencer par la politique, et assumera même la régence du royaume de Naples en 1812. La plus sage et la plus discrète des sœurs de Napoléon, Élisa, qui épousa un officier corse, sera grande duchesse de Toscane et on l'appréciera pour sa compétence en matière politique. S'il parvint à soumettre l'Europe entière à ses volontés, Napoléon ne parviendra jamais à soumettre les femmes, à commencer par sa première épouse, Joséphine, qui lui en fera voir de toutes les couleurs. Les femmes ont donc joué un rôle considérable dans sa vie, peut-être à son corps défendant. Certaines eurent aussi une influence quelquefois bénéfique, parfois néfaste, dans un certain nombre de ses décisions politiques, même s'il fut sans doute l'homme le moins influençable de son temps. À 18 ans, toutefois, il n'est guère attiré par la gent féminine, malgré une première expérience sous les arcades du Palais Royal, avec une Nantaise qui exerçait le plus vieux métier du monde, parce qu'il fallait bien vivre. Les femmes d'ailleurs le lui rendent bien, puisqu'elles ne s'intéressent guère à ce petit officier tout maigre dans son uniforme râpé, tout pâle, le regard taciturne et les dents noires. Depuis son enfance, en effet, il avait pris l'habitude de mâchonner du sucre de réglisse, dont il portera toujours une provision dans ses poches. Il faut ajouter à tout cela une tare honteuse. Il était pauvre. Et c'est sans doute à cause de cela qu'il n'envisageait pas alors de relations sérieuses avec les femmes, et encore moins le mariage, bien que, disait-il, une femme est nécessaire au jeu de l'organisation animale de l'homme. Pourtant, en avril 1794, à Nice, alors qu'il loge chez le négociant Joseph Laurenti, rue de Villefranche, actuelle rue Bonaparte, il trouve très mignonne sa fille Emilia, et prenant son courage à deux mains, demande sa main à Madame Laurenti, qu'il appelle maman. Très troublée par cette demande, maman répond qu'elle va en parler à son mari. Celui-ci fit aussitôt la grimace et refusa tout net. Emilia n'a que 14 ans, et surtout ce petit Bonaparte est bien gentil, mais il n'a pour vivre que sa solde, et de surcroît, celle-ci est bien maigre. Un
Un peu dépité, Napoléon fait la connaissance quelque temps plus tard, auprès du conventionnel Turreau de Lignières, qui était venu sur la côte d'Azur en voyage de noces. Il fait la connaissance de son épouse, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Félicité, la jeune mariée, n'était pas farouche et qu'elle accueillait volontiers la jeunesse dans son lit dès que son époux avait le dos tourné. Et Napoléon n'aurait pas échappé à ses filets. Rien ne nous permet de l'affirmer de façon certaine, mais ce qui est sûr, c'est que Félicité sera pensionnée sous l'Empire, et même assez largement. Après l'assassinat de Robespierre, dénoncé au comité de salut public par le député de la Corse Salicetti, car les deux frères Robespierre lui accordaient leur protection, Napoléon est assigné à résidence chez Laurenti, puis rendu à la liberté. Il se trouve à Marseille en août 1794. Il rend visite alors à son frère Joseph, qui vient de se marier avec Julie Clary, la fille d'un commerçant marseillais mort en janvier de la même année au milieu des angoisses de la terreur. Il est très bien accueilli par le couple, mais aussi par toute la famille Clary, dont la mère Françoise Saumis. Mais il est surtout touché et ému par la petite Désirée Eugénie, la plus jeune fille de la famille, et sa grâce naturelle lui trouble la tête. En dépit de ses 16 ans, c'est presque une enfant, une petite fille encore, brune, avec des mains menues, une peau satinée, une physionomie souriante sur son visage poupin, petit nez retroussé, bouche fraîche, au coin montant, yeux noirs et doux. Lorsque le jeune général, qui n'a pourtant rien du prince charmant, entre dans le salon de Françoise Saumis, rue des Phocéens, Désirée lève vers lui un regard profond, et ce regard le touche. Elle lui sourit. Comme son regard, ce sourire plein de tendresse le touche. Et il continue à lui parler, l'interroge sur sa vie à Marseille, sur ses goûts, sur ses rêves. Elle lui répond timidement, puis peu à peu s'enhardit. Sa voix charmante et très douce lui révèle une âme romanesque qui l'attendrit. Et à son tour, il se confie, lui parle de ses projets, de ses ambitions pour la France. Les joues mates de la petite Marseillaise se colorent alors. On peut dire que du premier jour qu'elle l'a vue, elle l'a admiré, aimé. Certes, elle dissimule ses sentiments, mais il n'est pas dupe, et il est visiblement ému, lui aussi, devant cet enfant qui le dévore du regard avec ses yeux magnifiques. Les jours suivants, il revient rue des Phocéens et retrouve avec la même émotion la petite Désirée. Très vite, une complicité va naître entre eux. Elle est vive et sourieuse, comme toutes les petites filles de Marseille. L'expression tendre de ses traits, et peut-être surtout son air très chaste, réservé et pourtant aguicheur, font de plus en plus vibrer son cœur. Ah, c'est une sensation étrange qu'il n'a jamais éprouvée jusque-là. Elle a pour nom amour. Et c'est bien cela que les deux jeunes gens allaient éprouver bientôt l'un pour l'autre. Dans la première lettre, datée du 5 septembre 1794, qu'il lui écrivit alors qu'il se trouvait à Nice,
à la suite de l'état-major, il lui avoue: le charme de votre personne, de votre caractère, a gagné insensiblement le cœur de votre amant. Vous avez depuis lu dans mon âme. Le sens du mot amant est bien entendu celui donné au XVIIIe siècle, même si, à Sainte-Hélène, Napoléon confiera au grand maréchal Bertrand avoir pris le pucelage de Désiré. Quelques jours après sa première lettre, Désiré lui écrit aussitôt: Oh, mon ami, prends soin de tes jours pour conserver ceux de ton Eugénie qui ne saurait vivre sans toi. Tiens-moi aussi bien le serment que tu m'as fait, comme je tiendrai celui que je t'ai fait. Les nombreuses lettres retrouvées entre les deux jeunes gens, toutes brûlantes d'amour, un manuscrit de la main de Napoléon et divers témoignages démontrent amplement qu'il a sincèrement aimé Désiré Clary, qu'il appelait Eugénie, son second prénom, et que celle-ci l'aima passionnément. Les fiançailles furent d'ailleurs très vite célébrées. Nulle opposition ne se manifesta chez les Clary, bien au contraire. La mère, comme le frère de Désiré, étaient ravis, même si le petit jeune homme, un tantinet emprunté, semblait bien miteux et sans grand avenir. Cependant, alors que son aîné n'avait toujours pas de situation bien établie, contre toute attente, le grand destin de Napoléon commença à se dessiner lentement. À Gênes, où il se rendit en janvier 1795 pour recouvrer les créances de son beau-père, Joseph apprit avec surprise la soudaine fortune de son frère Napoléon, nommé général en chef de l'armée de l'intérieur. Ah, ce fut une grande joie chez les Clary, et tout particulièrement, sans doute, chez Désiré. Le jeune général, qui faisait plus pitié qu'envie, devenait désormais un Bonaparté, un bon parti. Cependant, le service l'oblige à voyager, et il ne peut conserver tout son temps à Désiré comme il le voudrait. Elle est toutefois compréhensive, ou fin de lettre. Va, mon ami, je ne veux point te distraire de tes devoirs. Mon cœur t'accompagne. Et à nouveau, ils s'écrivent. Des lettres longues, passionnées, vibrantes. Le 8 mai, Napoléon décide de partir à Paris avec son frère Louis, en s'adjoignant comme aide de camp et de sa propre autorité Junot et Marmont. Avec l'appui de Ricord, il espère recevoir un poste plus adapté à ses ambitions. Sitôt après son départ pour la capitale, Désiré se précipite sur son écritoire et lui écrit ces lignes. Chaque instant me perce l'âme, il m'éloigne du plus chéri des amis. Mais tu es toujours présent à mon cœur. Mon imagination croit te voir dans tous les chemins où je passe. Ta pensée me suit partout. Ô mon ami, puissent tes serments être aussi sincères que les miens, et puisses-tu m'aimer autant que je t'aime. Arrivé dans la capitale, Napoléon confie à Junot. Les passions violentes font de grands bouleversements dans l'esprit. Pour moi, je ne me reconnais plus depuis que j'ai quitté Marseille. Mon humeur a changé. Je suis comme perdu à la croisée des chemins. La correspondance se poursuit, plus ardente que jamais. Et de plus en plus en quête d'un statut social convenable, Napoléon lui reparle avec insistance de mariage.
Désirée souhaite aussi sincèrement devenir Madame Bonaparte, mais elle suit sa mère à Gênes, où une partie de la fortune des Clary a été placée, et elle ne lui répond pas immédiatement. Impatient viscéral, Napoléon est désemparé. Mais lorsque la réponse tant attendue arrive enfin, il semblerait qu'il ait alors oublié la petite fille de Marseille et ne s'intéressait plus qu'aux Parisiennes. Redoutables Parisiennes! Les femmes qui sont ici les plus belles du monde deviennent la grande affaire, écrit-il alors. Elles règnent par la beauté, le caprice, le désir, l'intrigue. Elles sont partout, confie-t-il à Joseph, au spectacle, aux promenades, aux bibliothèques. Dans le cabinet du savant, vous voyez de jolies personnes. Ici seulement de tous les lieux de la terre, elles méritent de tenir le gouvernail. Aussi, les hommes en sont-ils fous? Mais c'est surtout une jeune personne qui lui fit oublier sa petite Marseillaise. Une jeune personne qui porte un nom qui évite les explications superflues. Joséphine de Beauharnais, qu'il avait rencontrée par l'entremise de Paul Barras, l'homme fort du Directoire, et qui avait sans doute plus d'affection pour lui que d'amour. Cette mondaine accomplie, née à la Martinique, mariée trop jeune avec Alexandre de Beauharnais, général en chef de l'armée du Rhin, guillotiné sous la Terreur, a entrepris sa conquête depuis le jour où son ami, l'ancien ambassadeur de Russie, le marquis de Ségur, lui a dit « Ce petit général pourrait bien devenir un grand homme. » Elle lui parle de politique et se préoccupe de sa carrière, le conseille et lui présente des gens qui pourraient lui être utiles. Il en est infiniment touché et la trouve de plus en plus désirable. Il finit par aimer tout ce qui l'entoure, même Fortuné, son roquet-roux qui la suit partout et marque pourtant une aversion manifeste à son égard. Pour plaire à Joséphine, il essaie de plaire à Fortuné. Dans le même temps, le visage de la petite Marseillaise pâlit dans sa mémoire. Et à son tour, ce fut à désirer d'attendre. Plus aucune lettre ne lui parvenait de lui. Et ce silence persistant, après tant de déclarations enflammées, commença à l'inquiéter. Ses inquiétudes étaient justifiées. Ce qui devait arriver arriva. Le 9 mars 1796, 19 Ventose en 4, à la mairie de la rue d'Antin, Napoléon épousait Joséphine de Beauharnais en présence de 3 témoins, Barras, Talma, le célèbre tragédien, et Camelet, l'homme d'affaires de la future Madame Bonaparte. On notera que le futur marié se fit longtemps attendre, si longuement attendre que, derrière sa table, le maire, le clerc, s'endormit. Après 2 heures d'attente, on se posa évidemment des questions. Bonaparte avait-il oublié son mariage? Ou avait-il renoncé? Barras s'impatiente. Talma plaisante. Mais Joséphine, le menton dans sa main, semble désemparée. Enfin,
le petit général paraît, un peu essoufflé, suivi de Lemarois, son aide de camp. Il salue, s'excuse à peine et secoue le clerc par l'épaule. « Allons, monsieur le maire, dépêchons-nous, mariez-nous !» Vraisemblablement pris de remords en songeant soudain à la petite Marseillaise, il avait hésité longuement, très longuement, avant de se décider de se rendre à son mariage. 2 jours après, Bonaparte quitte précipitamment la jeune mariée, monte en chaise de poste avec Junot, Louis et l'ordonnateur Chauvet, et galope vers l'Italie, avide d'une gloire qu'il sent à la portée de sa main. Désiré n'apprit la terrible nouvelle, je veux parler de son mariage, du mariage de son fiancé, que quelques jours plus tard, de la bouche de sa sœur Julie. Mais elle garda le silence jusqu'au jour où, le cœur trop lourd, une plainte s'éleva d'elle, si douce, si tendre, qu'on a pu dire qu'elle sonnait aux oreilles comme une harpe qu'on brise. En témoignent 2 ou 3 lettres qu'elle écrivit alors à son amour infidèle, dont celle-ci. « Vous m'avez rendue malheureuse pour toute ma vie, et j'ai encore la faiblesse de vous tout pardonner. À présent, la seule consolation qu'il me reste est de vous savoir persuadé de ma constance, après quoi je ne désire que la mort. » Cette lettre, que ses larmes ont dû tacher, et quelques autres, Napoléon les recevra en Italie, après l'une de ses premières victoires, mais il ne les lira que bien plus tard, après la campagne d'Italie. Alors, il prit conscience de sa cruauté envers elle. Le souvenir de cet amour qu'il avait inspiré le hanta. Sans y penser, sans doute, il avait brisé ce cœur de jeune fille, ce cœur d'enfant, et toute sa vie, incapable d'oublier, il s'efforcera de se racheter et de se faire pardonner pour cet abandon. Ainsi, dès 1797, il songe à la marier, et à la bien marier. Il fut présenté plusieurs prétendants, à commencer par son aide de camp favori, Andoche Junot, un garçon superbe, blond, bien bâti, Junot la tempête, comme le surnommaient ses camarades. Mais celle-ci refusa poliment ce garçon charmant, mais à la vie trop dissolue. Par l'intermédiaire de Joseph, alors ambassadeur du pape Pie VI, il présente ensuite à Désiré un très brave homme, officier distingué, le général de brigade Léonard Dufaux. Mais celui-ci est tué dans le palais de l'ambassadeur de France le 28 décembre, sous les yeux de Désiré, dont la robe est couverte de son sang. Le malheur semblait devoir s'acharner sur elle. Pourtant, après plusieurs mariages refusés, elle finit par épouser, en août 1798, à Sceaux, le fringant général Jean-Baptiste Bernadotte, que Napoléon couvrira de titres et de privilèges. Napoléon était alors en Égypte. En 1804, devenu empereur, il fera Bernadotte maréchal, puis prince-duc de Pontecorvo à titre civil. Enfin, comme il faisait alors la pluie et le beau temps en Europe, il favorisera son élection comme prince héritier de Suède, le roi Charles XIII n'ayant pas d'héritier, ce qui est particulièrement cocasse,
Quand on pense que Bernadotte avait autrefois, en un temps où il était farouchement républicain, fait tatouer sur sa poitrine la phrase « Mort au roi !» À ses proches, Napoléon confiera plus tard: si Bernadotte a été maréchal de France, prince de Ponte-et-Corvo et roi, c'est son mariage qui en est la cause. Et d'ajouter en soupirant: ces écarts pendant l'Empire lui ont toujours été pardonnés à cause de ce mariage. En février 1818, Bernadotte succédera à Charles XIII sous le nom de Charles XIV, roi de Suède et de Norvège. Et c'est ainsi que la petite fille du Vieux-Port devint, à sa grande surprise, reine de Suède et de Norvège. Ne supportant pas le climat, elle retourna à Paris et ne reviendra en Suède qu'en 1823 pour assister au mariage de son fils Oscar avec la petite fille de Joséphine, celle qui lui avait ravi autrefois son fiancé. Elle s'éteindra qu'en 1860, 16 ans après son époux. Telle est l'incroyable histoire du premier amour de Napoléon. Mais à présent, retrouvons celui-ci en Égypte en 1798, où nous l'avions laissé alors qu'Asso désirait épouser le général Bernadotte. Au mois de mai, Bonaparte et son armée, composée de 45 000 jeunes hommes enthousiastes, à qui il avait promis la gloire et une destinée exceptionnelle, « Soldats, l'Europe a les yeux sur vous !» s'embarquaient à Toulon sur plus de 300 navires pour le pays des pyramides et des pharaons. Les 40 siècles en contemplation du haut des pyramides appartiennent à ce genre sublime qui, du fait du fort accent corse de Bonaparte, n'échappait au ridicule qu'en raison des envolées épiques alors très prisées. Dès le débarquement et la prise d'Alexandrie, Bonaparte comprit que la conquête de l'Égypte ne serait pas une partie de plaisir, même si en août, après le désastre naval d'Aboukir, il ne semblera guère affecté et lancera à ses soldats: « Nous voilà dans l'obligation de faire de grandes choses. Nous les ferons. De fonder un grand empire. Nous le fonderons. » En fait, ce qu'il rapportera d'Égypte, avec le fidèle mamelouk Roustan, ce sont des tournures de phrases et de pensées, et surtout un élément décoratif qui se plaquera sur sa légende comme des sphinx aux tables et aux fauteuils du style empire. Mais, dans le fond de son cœur, il emportera aussi autre chose de cette expérience nouvelle. « Je suis surtout dégoûté de Rousseau depuis que j'ai vu l'Orient, dit-il. L'homme sauvage est un chien. Et la femme civilisée, qui n'a aucune loyauté, aurait-il alors ajouté entre ses dents, ce n'est qu'une chienne. » Il faut dire qu'il a pris quelques mois après son arrivée en Égypte que Joséphine l'avait trompé, qu'elle le trompait encore et qu'elle rendait ridicule le héros qui naguère marchait à la conquête de l'Italie en marquant chacune de ses victoires par une lettre d'amour. Dans son désarroi, il fait appeler son fidèle Junot et sa douleur éclate devant lui sans retenue. « Joséphine, m'avoir trompé, elle, quelle infamie !»
il y avait, comte Bourrienne, qui assistait également à la scène, quelque chose de convulsif dans sa figure, d'égaré dans son regard, et plusieurs fois il se frappa la tête. Mais il se reprit tout à coup. Malheur à elle! Je divorce! Un divorce éclatant! Et il jura de se venger. C'est alors qu'apparut, dans sa vie, la femme du lieutenant Jean-Noël Fourès, Pauline Belliste, très populaire dans l'armée avant même que celle-ci n'arrive au Caire, la capitale féerique avec ses minarets et ses dômes aux couleurs chatoyantes. C'est la femme du lieutenant Fourès, c'est Bélilotte, disait-on en applaudissant sur son passage. Qui était cette Pauline Belliste que l'on appelait familièrement Bélilotte? Cette jeune femme, très belle, avec ses cheveux blonds comme les blés et sa taille fine, et dont l'inépuisable gaieté était communicative. Elle était née à Pamiers, dans l'Ariège, en mars 1778. Elle avait été apprentie modiste dans le magasin d'articles de mode de Madame Fourès à Carcassonne, et elle s'était alors distinguée des autres ouvrières par son charme et sa bonne humeur. Ses soupirants étaient nombreux, mais ses parents étaient très pauvres. Elle semblait vouloir attendre le prince charmant couvert d'or ou d'assignats. Le neveu de la patronne, Jean-Noël Fourès, tomba amoureux d'elle et lui demanda sa main. Il n'était pas très séduisant et assez gauche de manière, mais comme elle avait un faible pour l'uniforme, et qu'il se présenta un jour chez sa tante avec son brevet de sous-lieutenant au 22e chasseur à cheval, et portant un dolman vert à tresses d'argent, une culotte agrémentée de hongroise et des bottes à éperons sonnants, elle accepta de l'épouser. Aussitôt marié, il fut acheminé vers Toulon, où il devait débarquer avec l'armée d'Orient du général Bonaparte. Comme il ne souhaitait pas se quitter, et qu'elle avait, en outre, le goût de l'aventure, enfreignant la consigne interdisant aux femmes d'officiers et de soldats de suivre leur mari, elle se procura un uniforme de chasseur à cheval et se glissa dans la troupe. En mer, elle se cacha dans la cale du navire et, au moyen de ce subterfuge, après 54 jours de traversée, au terme d'un voyage très dur et angoissant, elle descendit à terre au comble du bonheur. Elles furent quelques-unes, ces femmes audacieuses qui, comme elle, suivirent en cachette leurs époux, comme la femme du général Verdier, et combattront avec courage, les armes à la main, lors de la fameuse bataille des Pyramides. De toutes, elle était sans doute la plus jolie, la plus gentille, la plus spontanée, et elle devint aussitôt la coqueluche des soldats et de la population qui l'appela notre Cléopâtre. Plus besoin désormais de se cacher. Dans une de ses robes qu'elle avait tirée de ses bagages, à la fois charmante et impudique, comme l'exigeait la mode du directoire, elle se promena toute fière dans les rues du Caire, au bras de son mari triomphant. Tout de suite célèbre dans la capitale égyptienne, elle était une récompense pour les soldats exténués qui admiraient par ailleurs son incroyable fraîcheur, son élégance et sa gaieté. Nul en sa compagnie, écrivit Marcel Dupont dans l'excellent livre qui lui consacra, ne pouvait résister à son inépuisable gaieté, à sa gentillesse innée, à l'art sans apprêt qu'elle menait à convaincre et à séduire.
Jamais elle ne tentait de distraire Jean Noël et les autres officiers du 22e chasseurs de leurs obligations militaires, mais lors de trêves dans leur service, elle n'acceptait pas qu'ils passassent leur temps à se morfondre ou à discuter interminablement sur leurs malheurs présents ou à venir. Il fallait sortir, visiter, excursionner, courir le Caire, s'amuser. Et derrière elle, l'entraîneuse, tous les jeunes officiers de chasseurs et de hussards ne tardèrent pas à s'étourdir. Son rire était le signal de ralliement de la bande. Elle était invitée de régiment à régiment dans des soirées où l'on buvait du punch en contemplant les Almés que l'on avait fait venir et qui dansaient au son d'une lente mélopée arabe. Bélilote était la première à donner le signal des applaudissements, tout en riant à gorge déployée. Cette petite femme du lieutenant Forest, vraiment, quel type! Elle était devenue en quelques jours la coqueluche de tous les soldats. Mais prenez garde, chuchotait-on, elle est sérieuse, rien à faire avec elle. À ceux qui tentaient l'aventure, elle les arrêtait en 3 mots secs. J'aime mon mari. Le jeune aide de camp de Napoléon, Eugène de Beauharnais, le fils de Joséphine, l'admire avec une telle véhémence que Bonaparte, à son tour, s'intéresse à elle. Il aborde, lui fait des compliments, suivront des lettres enflammées, de riches cadeaux, de splendides bijoux, des protestations d'amour, enfin une invitation à dîner avec son mari à son quartier général d'Elphi B. Mais 2 jours avant la date du repas, lieutenant Forest reçoit l'ordre de s'embarquer immédiatement sur le Chebec, le chasseur, pour porter au directoire des dépêches d'extrême urgence. Éberlué par cette mission de confiance donnée à un modeste officier, ne sachant s'il devait se réjouir ou se lamenter, Forest partit sur l'heure, non sans avoir longuement pressé dans ses bras sa Bélilote chérie. Elle vint donc seule au repas, arborant les bijoux que Bonaparte lui avait offerts. Au milieu du repas, par un faux mouvement simulé, Bonaparte renversa une carasse d'eau sur sa robe. Elle se leva et l'entraîna aussitôt dans ses appartements pour réparer sa maladresse. Et ce qui devait arriver arriva. Bonaparte, amoureux fou d'elle, lui offrit un fastueux palais et une nuée de serviteurs empressés. Comment n'aurait-elle pas été conquise? La passion fut torride. Désormais, il ne sortait plus qu'avec elle, dans une magnifique calèche attelée à 2 superbes trotteurs, et les indigènes qui la voyaient passer s'écriaient « Voilà la dame du grand sultan !» Pendant ce temps-là, le chasseur était capturé par les Anglais qui, malicieusement, renvoyèrent Forest en Égypte. À peine débarqué à Alexandrie, celui-ci apprit son malheur et arriva au Caire dans l'état d'esprit que l'on devine. Il cria, pleura, se traîna aux genoux de la belle Pauline, mais elle resta inflexible. Il demanda alors le divorce, qui fut obtenu en 2 semaines à peine, et il retourna à Alexandrie. Après l'expédition de Syrie, seul et désemparé, il rentrera en France. Alors, te voilà libre, dit alors Bonaparte à Bélilote. Je le serai bientôt, moi aussi,
car je veux me séparer d'une épouse indigne. Mais ce qu'il voulait d'abord, c'est qu'elle lui donne un enfant. Et c'est là que les choses allaient se compliquer entre eux. La petite sotte n'en savait pas avoir, confia-t-il un jour à Junot. Et quand on lui rapporta ce propos, Belle-Îlotte rétorqua: « Ma foi, ce n'est pas de ma faute. » Après la bataille d'Aboukir en 1799, prenant conscience que sa conquête de l'Égypte était sans espoir, le général Bonatrape, comme on commença alors à l'appeler, décida de rentrer en France, malgré les dangers de ce retour, car il fallait passer entre les mailles du filet anglais. « Emmène-moi » supplia Belle-Îlotte en larmes. Il tenta alors de la rassurer. « C'est impossible, mais ne crains rien, je ne t'abandonne pas. Dès que je serai arrivé, je donnerai des ordres pour que tu puisses prendre le premier bateau en partance. » Il chargea le général Kléber de le remplacer en tant que commandant en chef de l'armée d'Orient. Kléber fut à la fois honoré et fier de cette promotion, mais aussi irrité, profondément irrité par ce qu'il considérait comme une désertion devant l'ennemi. Devant ses subordonnés médusés, il s'écria même: « Mes amis, ce baiser-là nous a laissés ici, ces culottes pleines de merde. Nous allons retourner en Europe et les lui foutre sur la gueule. » Quant à Belle-Îlotte, elle se consola dans les bras du beau Kléber. Mais son but était toujours de rentrer en France et d'y retrouver Bonaparte. Mais les événements s'étaient précipités. À son retour d'Égypte, pourtant peu glorieux, Bonaparte avait été accueilli par toute la France comme le sauveur de demain. L'ancien général en chef devint premier consul, maître des destinées de la France, et ne l'approchait pas qui voulait. Belle-Îlotte la prit à ses dépens. Quant à Joséphine, elle découvrit, très surprise, qu'elle avait épousé un grand homme. Le marquis de Ségur ne s'était pas trompé. De l'admiration à l'amour, dira Stendhal, il n'y a qu'un pas. Joséphine l'a alors franchi. Elle fit donc son possible pour se faire pardonner et reconquérir son époux. Le chien fortuné dans ses bras, elle pénétra dans son hôtel et tenta vainement de forcer la porte de sa chambre. La scène se reproduisit pendant des heures, une journée entière. Elle fit appel à ses enfants, Eugène et Hortense, qui, agenouillés, le supplièrent à leur tour. Et enfin, la porte s'ouvrit, et sans un mot, les yeux baignés de larmes, la face convulsée par ce long et terrible combat qu'il venait de livrer à son cœur, il apparut, les bras tendus. C'est le pardon, un pardon généreux et entier. Joséphine triomphe. Elle triomphe aussi du clan Bonaparte, les sœurs et les frères de Napoléon, et sa mère Laetitia. Tous la détestaient, et après avoir déploré son mariage, le poussaient au divorce. On imagine leur désappointement et leur amertume. Le 4 juillet 1799, Désirée Clary Bernadotte,
donne naissance à son fils Oscar. Aussitôt, elle demanda à Napoléon d'en être le parrain, par vengeance contre celle qui n'avait pas encore donné de fils à son époux. Napoléon accepta, malgré la ferme opposition de Joséphine, et c'est lui qui donna à l'enfant le prénom d'Oscar, un prénom d'origine anglo-saxonne qui évoquait une divinité ancienne. Cet enfant, si gracieux, qui grandissait sans poser le moindre problème et étonné par son intelligence précoce, ravivait chaque jour les reproches de Napoléon à l'égard de Joséphine, qui ne parvenait pas à lui apporter l'immense joie d'être père. Il est probable que si Bélilote lui avait donné un enfant en Égypte, il aurait répudié Joséphine et aurait épousé la joyeuse modiste ariégeoise qui serait donc devenue impératrice. Un jour, lors de leur dispute au sujet de l'enfant qui ne venait pas, Joséphine, excédée, suggéra à son époux qu'il était peut-être le seul responsable de cette situation. Cette hypothèse inattendue sembla le plonger dans un océan de perplexité. Avec la naissance d'Oscar, Désirée put donc savourer sa petite vengeance. Néanmoins, c'est le cœur serré qu'elle assista à l'irrésistible ascension de celle qu'il avait supplantée dans le cœur de Napoléon. Quant à Bélilote, s'il refusa de la recevoir à Paris, il ne l'oublia pas, et comme il avait fait pour Désirée, il lui fit remettre de l'argent pour la dédommager, en quelque sorte, lui acheta même un château aux environs de la capitale, et, comme pour Désirée, il facilita son mariage avec le chevalier Henri de Ronchoux, qu'il nommera consul de Gothenburg. Quelques années plus tard, en 1804, la proclamation de l'Empire consacra la situation de Joséphine. Sous le consulat, en effet, elle n'avait aucune position officielle. Elle allait partager désormais le trône de Napoléon. Cependant, au fil des années, elle semblait de plus en plus préoccupée par l'enfant tant désiré, qui n'arrivait toujours pas. Quant à Napoléon, il était d'autant plus inquiet qu'il doutait à présent de sa capacité de procréer. Mais voici qu'en 1806, il fit la connaissance d'une jeune femme, grande, svelte, bien faite, brune, avec de beaux yeux noirs, une certaine Éléonore Denuel de la Plaigne, une amie de Caroline Murat, grâce à laquelle elle était devenue lectrice de Joséphine. Napoléon, depuis qu'il était empereur des Français, suscitait la convoitise de la gent féminine, et Joséphine, si elle fermait les yeux sur les nombreuses aventures fugaces de son époux et ses amusements purement physiques, redoutait qu'un jour il ne tombe vraiment amoureux d'une autre femme. Parmi les femmes dites légères qui auront sa préférence, on peut citer la Grassini, cantatrice célèbre à Milan, qui devint sa maîtresse après Marengo et se retrouvera installée pour un temps dans une maison de la rue Caumartin. Mais c'était bien moins la femme qui le séduisit que la cantatrice, car il était infiniment sensible à la musique, et surtout à la musique vocale, et en l'écoutant,
il entendait, disait-il, une muse. Il aimait aussi beaucoup le théâtre, et il eut des liaisons, plus ou moins longues, avec mademoiselle Georges, actrice de la Comédie Française, éblouissante dans le rôle de Marie Tudor, ou encore mademoiselle Duchesnois, admirable interprète de Phèdre. Mais c'est parfois dans l'entourage même de Joséphine que les intrigues se nouent. Félicie Longroy, Anne Lacoste, Madame de Vaudrey, Madame Duchâtel, toutes dames de compagnie de l'impératrice. Mais elles ne seront que des passantes, de belles éphémères, qui lui apportèrent du plaisir, mais ne compteront guère pour lui. Il avait alors la quarantaine. Il est en pleine forme physique et ne manque pas de tempérament. Il ne recherche point les occasions, mais ne les fuit pas. Il ne dissimule pas toutefois le mépris qu'il éprouvait pour celles qui venaient s'offrir à lui, ces amoureuses intéressées qui n'attendaient qu'un signe pour se livrer. Par ailleurs, absorbé quand il travaillait, il n'appréciait guère d'être dérangé pour la bagatelle. Son attitude dans ce domaine, rapportée par son entourage, peut se résumer ainsi. On gratte à la porte pour le prévenir. Qu'elle attende. On gratte de nouveau. Qu'elle se déshabille. On gratte de nouveau. Qu'elle s'en aille. Et il reprenait son labeur. Nombreuses enfin étaient les solliciteuses, les ambitieuses, les intrigantes. Toutefois, le moins que l'on puisse dire est que la discrète et prude Éléonore fit battre plus vite son cœur. Elle ne put résister et devint sa maîtresse. Elle prit l'habitude, de temps en temps, de passer 2 ou 3 heures aux Tuileries. Elle attendait dans la chambre où Napoléon la recevait, au fond de l'alcôve. Elle attendait le bon vouloir de l'empereur. Le temps qu'il lui réservait était strictement mesuré. Aussi, lorsqu'il levait la tête pour regarder la pendule, en s'écriant « Ah, déjà !» elle comprenait qu'elle se trouvait libérée, se rhabillait et repartait comme elle était venue. Il était alors presque persuadé qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Joséphine l'avait convaincu et les médecins consultés en grand secret préféraient ne pas se prononcer. Mais Éléonore est bientôt enceinte de ses œuvres et le 13 décembre 1806 naissait un enfant prénommé Léon. L'acte de naissance sera ainsi libellé Léon, fils de demoiselle Éléonore Desnuelles, de père absent. Cette naissance fut pour Napoléon un réel soulagement. Le prénom de Léon aurait été choisi car il était en partie une partie de celui de l'empereur. Bientôt, il deviendra le patronyme de l'enfant. Napoléon manifestera aussitôt une grande affection pour lui, car il éprouvait qu'il était capable d'être père. Mais sa liaison avec sa mère ne dura que quelques mois. Celui qui se fera appeler le comte Léon mènera une vie tumultueuse, où les échecs politiques alternèrent avec les déroutes financières, et il mourra dans la misère en avril 1881. Quant à Éléonore, Napoléon, toujours généreux avec ses ex,
lui versera une pension de 22 000 francs. Elle épousera en 1808 le capitaine des dragons, un capitaine des dragons qui perdra la vie lors de la campagne de Russie. La naissance de Léon, en lui démontrant qu'il n'était pas stérile, changea ses relations avec Joséphine. Il savait désormais qu'il pouvait avoir une postérité directe. Peu de temps après, en mai 1807, la mort de Napoléon Charles, le fils aîné de son frère Louis et d'Hortense, la fille de Joséphine, qu'il avait envisagé, avant la naissance de Léon, de faire élever comme si c'était son fils et d'en faire son successeur, le marqua profondément. Les vilaines langues prétendaient alors qu'Hortense était sa maîtresse et que Napoléon Charles était son fils, ce qui n'était que pure calomnie. Et il faut préciser que c'est Joséphine qui avait arrangé le mariage de sa fille avec Louis Bonaparte. Cette disparition inattendue rompit un des derniers liens qui l'attachait à Joséphine. Il ne restait plus entre eux que des liens d'intimes affections et de tendresse qu'avaient tressé 10 années de vie commune, traversées de longues absences et de fréquentes querelles. Ils ne résisteront pas à l'arrivée dans la vie de l'empereur de celle qui restera dans l'histoire la plus célèbre de ses maîtresses, Marie Walewska, que l'on appellera la petite fiancée polonaise de l'empereur. Née Lesenska, d'une famille polonaise ancienne mais très pauvre, cette jeune femme blonde, aux grands yeux bleus, naïfs et tendres, petite de taille mais d'une grâce naturelle, qu'il avait rencontrée la première fois alors qu'il se rendait à Varsovie, salué par la foule comme le libérateur de la Pologne, et changé de chevaux à la porte de la ville de Brony, l'avait séduit et ému, et lui avait offert un bouquet de fleurs qu'il avait dans sa voiture en lui disant « Gardez-le en souvenir de notre rencontre. Nous nous reverrons, je l'espère, et je réclamerai un merci de votre belle bouche. » Il ne la revit que 3 ans plus tard. Elle était mariée au vieux Anastase Colonne de Waliecki-Walecki, qui était très riche et l'avait sorti de la misère. C'était lors d'un bal donné par le prince Joseph Poniatowski dans son palais de Varsovie. Son cœur bat encore plus fort que lors de la première rencontre fugitive. Mais elle est triste et refuse de danser avec quiconque malgré les nombreuses sollicitations. Napoléon ne parvient pas à la dérider, mais après le bal, aussitôt rentrée chez elle, sa femme de chambre lui remet un billet qu'elle défriche à grand-peine. Je n'ai vu que vous, je n'ai adoré que vous, je ne désire que vous. Une réponse bien prompte pour calmer l'impatience, ardeur de haine. Une fois encore, Napoléon démontre qu'il est un impatient viscéral et qu'il ne supporte pas l'incertitude. Elle ne répondra pas à ce billet, ni au suivant. Bientôt c'est sa famille, ses proches, sa patrie qui la pousse à céder. Le général Duroc, avec une extrême douceur, tente alors de la convaincre et l'implore en prenant sa main. Pourriez-vous repousser la demande de celui qui n'a jamais essuyé de refus? Ah, sa gloire est environnée de tristesse, et il dépend de vous de la remplacer par des instants de bonheur.
elle finira par accepter un rendez-vous, mais elle est surprise par sa bonté, sa tendresse. Il n'est nullement violent, ni menaçant. Il a pris de repartir avec lui après avoir juré de revenir le lendemain, ce qu'elle fit. Napoléon l'aimera sincèrement. Elle ne fut pas une maîtresse de passage, mais une sorte de seconde épouse qui ne participera ni aux dignités de la couronne, ni aux splendeurs du trône, mais qui occupera un rang spécial en étant en quelque sorte l'ambassadrice de son peuple auprès de l'empereur, sa femme polonaise. Pour lui, c'est le type de femme qu'il crut trouver autrefois en Joséphine. Une femme douce, complaisante, attentive, profondément détachée de ce qui fait l'ambition des autres femmes. De surcroît, elle est simple, pudique, désintéressée, uniquement animée de la passion de sa patrie. Contrairement à la plupart de ses conquêtes féminines, elle ne se laissera pas séduire par les bijoux, par les diamants et de belles propriétés. C'est surtout en cela qu'elle était si différente des autres. Après bien des réticences, elle apprit à l'aimer, et lui, qui n'admettait pas qu'une femme lui parlât de politique, il écoute évoquer les destinées de la Pologne et lui promet de tout faire pour soutenir ses droits. « Ah, tu sais bien, lui dit-il, que j'aime ta nation, que mon intention, mes vues politiques, tout me porte à désirer son entier rétablissement. » Mais, malgré toute sa détermination, il quittera la Pologne sans avoir accompli le rêve pour lequel elle s'est donnée à lui. Désabusée, elle refuse de le suivre à Paris. Alors, il la supplie de ne pas le priver de sa présence, car sans elle, il ne connaîtra plus le bonheur sur cette terre. Elle ressentit un étrange sentiment de pitié pour ce maître du monde qui semblait désespéré et se raccrochait à elle comme à une bouée de sauvetage, et elle lui promit de le rejoindre. En 1808, leur liaison reprit dans la capitale. Une liaison que personne dans la société française ne soupçonne. Leur fils, né le 4 mai 1810, Alexandre Colonna-Walewski, mènera une brillante carrière et deviendra ministre sous Napoléon III. Marie restera toujours fidèle à l'empereur, même dans les épreuves. Elle viendra le voir avec son fils à l'île d'Elbe. Et en 1815, lorsqu'elle apprendra son retour à Paris, elle se hâtera d'accourir. Et parmi ces femmes qui se montrèrent les plus assidues à l'Élysée et à la Malmaison durant les 100 jours, il faut la citer la première. Elle se remariera toutefois à la mort de son mari en 1816, alors que Napoléon était à Sainte-Hélène. Bien qu'affecté par ce mariage, Napoléon, selon l'un de ses compagnons, conserva toujours une tendresse extrême à Madame Walewska, et il n'était pourtant pas dans sa nature de permettre à ceux qu'il aimait d'aimer autre chose que lui. Au reste, la malheureuse tomba brusquement malade et mourut en décembre 1817. Il est indéniable que l'amour qu'il porta à Marie Walewska ne fit que décroître dans son cœur l'image de Joséphine. C'est alors qu'il analysa les inconvénients de la stérilité de son épouse
puisque celle-ci ne faisait plus de doute, et qu'il envisagea sérieusement un divorce et un second mariage qui pourrait servir ses desseins politiques et lui donner un fils qui lui succéderait et créerait une dynastie durable. La décision ne fut pas facile à prendre, et il envisagea toutes les possibilités avant de décider de divorcer. Il retourna tout dans sa tête. Et quand il prit sa décision, pour s'épargner les émotions, pour les épargner surtout à sa femme et ne pas être une fois encore influencé par elle, il annonça sa décision à ses ministres, puis à ses proches, avant de provoquer lui-même à Paris la suprême conversation, celle où il fit part à Joséphine de sa résolution. Elle ne fut pas surprise, car elle s'y attendait depuis longtemps. Elle risqua quand même les évanouissements et les larmes, mais sans espoir de le reprendre. Puis, elle quitta Paris, sans trop s'en éloigner, pour qu'elle ait de l'argent et qu'on lui conserve le rang et les prérogatives de l'impératrice, ce que fit Napoléon, qui lui accorda tout ce qu'elle souhaitait. L'Élysée pour palais de ville, Malmaison pour résidence de campagne, Navarre pour château de chasse, 3 millions par année, des gardes, des titres, des armoiries, l'escorte, en somme tout le train extérieur d'une impératrice régnante. Ce problème réglé, il ne lui restait plus, pour satisfaire l'esprit d'ambition qui était en lui, d'épouser au moins une fille de race impériale. Et c'est ce qui se passa lorsque l'empereur d'Autriche mandia son alliance et lui offrit pour épouse sa fille aînée, Marie-Louise. C'était pour Napoléon gravir le dernier échelon qui restait à franchir pour être égalé aux plus grands empereurs et rois d'Occident. Songez un peu, il pourra dire mon oncle en parlant de Louis XVI, ma tante en parlant de Marie-Antoinette, car 2 fois par sa mère et par son père, sa future femme est la nièce de la reine et du roi de France. Ce mariage allait sceller la réconciliation entre la France et l'Autriche. Réconciliation voulue par le chancelier Metternich après Wagram et l'empereur François II. Mais la promise n'était pas du tout préparée à devenir l'épouse de celui qu'elle appelle l'ogre, l'antéchrist ou le monstre. Depuis sa naissance, elle a été élevée dans la haine de la France et des Français, et il lui faudra une bonne dose de courage pour accepter l'idée d'un mariage avec le chef des bandits français. Mais elle sait qu'elle ne peut avoir d'autre volonté que celle de son père. À 18 ans, elle est donc sacrifiée sur l'autel de la raison d'État. Le mariage civil sera célébré le 1er avril 1810 au palais de Saint-Cloud. Et le plus extraordinaire, c'est que Napoléon, qui avait dit à propos de cette union « J'épouse un ventre », car elle lui donnerait assurément le fils tant attendu. Napoléon est aussitôt fasciné par Marie-Louise et qu'il l'aimera avec passion. Elle est grande pour une femme, a de beaux cheveux blonds, des yeux magnifiques d'un bleu de faïence et des lèvres superbes. Ah, c'est bien la lèvre autrichienne, s'écria Napoléon lorsqu'il vit pour la première fois son portrait quelques jours avant leur première rencontre.
Certes, il lui manque l'élégance et l'aisance dans la démarche, mais cela n'a rien de grave. Elle peut l'acquérir très vite. Quant à Marie-Louise, elle est heureusement surprise par son époux, même s'il l'a prise sans façon, à la hussarde, le soir même où elle arriva en France. En fait, ce fut probablement un mouvement impulsif, car au fond de lui, s'il s'était peut-être montré un peu brutal, ce n'était pas pour dissimuler sa timidité et son embarras. Avoir cette femme, c'était l'impossible, l'irréalisable. Et c'est la raison pour laquelle il s'était emparé d'elle tout de suite, dès qu'il la prit dans ses bras, comme s'il craignait qu'elle lui échappât. Le 20 mars 1811, naîtra ce fils tant attendu par Napoléon, le roi de Rome, futur duc de Reichstadt, à la si tragique destinée. Marie-Louise jouera son rôle d'impératrice avec talent. Napoléon confiera au général Gourgaud en 1817 « C'est une bonne petite femme qui avait toujours peur en se voyant au milieu des Français qui avaient assassiné sa tante. » Après l'abdication de Napoléon, elle regagnera Schönbrunn et deviendra la maîtresse du comte von Neipperg, qu'elle épousera après la mort de Napoléon. À Sainte-Hélène, Napoléon ne cessera de parler de Marie-Louise, douce, bonne, simple et fraîche comme une rose. Il parlera aussi beaucoup de son fils, le roi de Rome, mais longtemps on lui cachera la vérité, ou on la lui édulcorera. Dans son testament, le 5 avril 1821, il écrira cette phrase. « J'ai toujours eu à me louer de ma chère Marie-Louise. Je lui conserve jusqu'au dernier moment les plus tendres sentiments. Je la prie de veiller pour garantir mon fils des épreuves qui environnent encore son enfance. » Et 7 jours avant sa mort, il demandera que son cœur soit arraché de son corps, mis dans de l'esprit de vin et porté à Parme à sa chère Marie-Louise. Hudson Lowe a bien fait de ne pas suivre ses directives et de placer dans le cercueil le vase d'argent contenant le cœur de Napoléon, car on peut se demander ce qu'en aurait bien pu en faire M. de Neipperg. À Sainte-Hélène, Napoléon trouva-t-il quelques femmes qui lui apportassent cette sorte de consolation que seule la femme peut donner à l'homme. Il y eut certes les jeux enfantins avec Miss Elizabeth Balcombe, la petite fille de William Balcombe, dans la jolie maison duquel il passera 6 semaines, en attendant que l'on aménage la propriété de Longwood. C'était une fillette charmante et intelligente, avec laquelle il retrouvera son âme d'enfant. Ce fut sans doute les semaines les plus heureuses de sa captivité. À Longwood, cette bicoque entourée de cailloux, Napoléon est entouré de ses derniers fidèles. Tous vivent entassés autour de lui. Il essaye, dans la mesure du possible, de maintenir les usages des Tuileries. Les femmes sont rares et ont bien du mal à donner un air de jeunesse à leur toilette emportée à la hâte de Paris. Il y a Madame de Montholon,
l'épouse du général Montholon, et Madame Fanny Bertrand, celle du grand maréchal Bertrand. Fidèle parmi les fidèles, Bertrand fut le premier à prendre pied sur le Bellérophon, le navire anglais qui conduira l'empereur déchu à Sainte-Hélène, une île dont Fanny Bertrand disait qu'elle avait été chiée par le diable entre deux mondes. Les deux femmes, très différentes, se détestent. D'après le général Gourgeot, Albine, Madame de Montholon, fit aussitôt les yeux doux à l'empereur, ouvre son fichu et laisse voir sa peau ridée. Un autre jour, Gourgeot écrit que Sa Majesté lui pince les et précise que Montholon, par admiration et par intérêt, joue les maris complaisants. En réalité, il est probable qu'il ne se passa rien entre eux de sérieux, même si Albine aurait volontiers accepté de rentrer dans l'histoire comme la dernière maîtresse de Napoléon. Il ne se passa rien entre eux, et pourtant, Napoléon ne cache pas sa peine lorsque celle-ci décide de quitter l'île après avoir mis au monde une petite Napoléone qui vivra jusqu'en 1907 et dont les arrière-petits-enfants prétendront, sans aucune preuve, qu'elle était la fille de Napoléon. Il est probable qu'il préférait descendre du grand Napoléon plutôt que du très controversé Montholon. Votre femme se met des fleurs sur ma tombe, explique l'empereur à Montholon qui tente de le consoler. Depuis son départ, il n'y croit que des ronces. Des ronces. Il pense en prononçant ce mot à Fanny, Madame Bertrand, qu'il avait accueillie la première fois en la voyant entrer dans la salle à manger de Longwood par cette phrase spontanément sortie de sa bouche: « À la bonne heure, voilà un buste de salon !» L'élégante Fanny est grande, mince, blonde aux yeux d'ébène. Napoléon lui fait des avances très précises, mais Fanny est une femme honnête, heureuse mère, heureuse épouse, et elle a une admiration sans borne pour Napoléon, et elle l'aime probablement de tout son corps et de toute son âme. Elle ne peut pas toutefois envisager une seconde de tromper son mari. Napoléon, furieux, s'en prit alors à Bertrand en lui lançant: « Vous auriez dû prostituer votre femme. Vous deviez de la décider. » Le pauvre Bertrand consigna tous ses propos dans son journal, et l'on comprend que malgré sa fidélité à l'empereur, il ne désira plus qu'une chose, quitter l'île, comme la plupart d'ailleurs de ceux qui avaient suivi l'empereur et ne désiraient pas s'enterrer vivant sur ce rocher. Quant à Fanny, elle préfère désormais éviter de voir Napoléon, et elle s'enferme chez elle, ce qui l'ulcère encore davantage. « Elle est si sotte, dira-t-il, qu'elle ne vient pas me voir, et pourtant je pourrais lui donner un médaillon de diamants. » Mais Fanny se moque bien des diamants. À Paris, par sa naissance, par ses parents, avec les Fitz-James, elle serait des premières à la cour et à la ville. Elle préfère vivre dans une maison, une cahute plutôt, infestée par les rats, à portée de l'empereur, sans avoir même la consolation de le soigner et de lui être utile. Car
Napoléon, qui lui en veut d'avoir refusé ses avances et ne veut plus la recevoir, est malade. De plus en plus malade. Fanny le verra toutefois une dernière fois, 4 jours avant sa mort. Elle vient tout juste de se remettre d'un refroidissement et son mari lui a recommandé de ne pas laisser transparaître son émotion devant l'état d'affaiblissement et la transformation physique du mourant. Elle s'assied au pied du lit en s'efforçant de retenir ses larmes. « Eh bien, madame, lui dit-il, vous avez été malade aussi. Vous voilà bien maintenant. Votre maladie était connue, la mienne ne l'est pas, et je succombe. » Quelques années auparavant, il avait confié à Bertrand: « Je crains de ne pas être assez heureux pour être frappé en plein fouet par un boulet sur un champ de bataille. Je mourrai dans mon lit. » Il avait vu juste. Le 5 mai 1821, dans sa 52e année, en fin d'après-midi, celui qui fit trembler le monde, mais qui donna à la France le code civil et possédera au plus haut niveau le génie du guerrier, mais aussi celui de l'administrateur, s'abandonna lentement et glissa vers la mort au moment où le soleil s'enfonçait dans la mer. Ce fut le début de la légende dorée d'un Prométhée moderne enchaîné à son rocher. Madame Bertrand, qui aima profondément Napoléon, tout en conservant en matrone romaine l'intégrité de son honneur, sera là jusqu'au bout, belle, sensible et grave, et suivra ce dernier cortège menant le captif enfin expiré jusqu'à la vallée du Géranium, où son cercueil fut descendu dans un profond caveau, immédiatement scellé par la pose d'une lourde dalle. Pareille à une statue de la douleur, c'est elle, une Anglaise de naissance, qui, seule femme présente, pleura sur celui que l'Angleterre avait assassiné. Les témoignages élogieux, souvent dithyrambiques, sont nombreux à nous être parvenus, dont ceux de nombreuses femmes qui l'ont aimé. Mais celui qui m'a toujours le plus surpris n'émane pas d'une femme, comme on pourrait le penser, mais d'un Anglais commandant le détachement du génie stationné à Sainte-Hélène de 1816 à 1821, le très austère major Anthony Emmet, qui écrivit: « Il fut l'un des êtres les plus merveilleux que le monde ait produit. » Je vous remercie.